Ça va? Ça va? Je dormais. Allez-y, allez-y, je suis en bout. D'accord? À tout à l'heure. Allez-y. Oui. Où est le truc, c'est quelque chose? À venir maintenant est l'artiste Tendance du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Toujours Emato Pré-Prod, Heroes en équilibre, que veut dire? Si maintenant grâce à Dieu je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre. Soyez les bienvenus. Salam, salam, salam. Soyez les bienvenus. Salut Yeta. Salut Alice, soyez les bienvenus. Est-ce que vous pouvez me dire si le son n'est pas trop fort, s'il vous plaît? Ça va, c'est bon? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Yes. Merci. Excellent. Merci Yeta. Yes. Lilith, merci beaucoup.
Yeah, merci Bouya, merci beaucoup. Bouya Ndiaye, sois le bienvenu, mon cher ami. Merci beaucoup. Yes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la fête des mères aujourd'hui, mais une pensée spéciale pour nos mamans, spécialement celles qui ne sont plus avec nous. Hein? Vous habitez dans nos cœurs. Vous habitez dans nos cœurs. Soyez les bienvenus. Salut Pi, ça va bien? Merci beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup pensé à toi en préparant cette émission, parce que je sais que ça t'intéresse au premier chef. Hein? Salut, salut, salut. Bonjour à tous mes amis. Bonjour, hein, bonjour et merci beaucoup. Merci à vous qui avez trouvé du temps pour venir le passer avec moi sur ce sujet important, je crois, hein, celui de la meilleure compréhension en fait des élections présidentielles aux États-Unis. Alors, comment cette idée m'est-elle venue? C'est que de loin, cette élection semble complexe à cause de son mécanisme hein, dont j'ai parlé la semaine dernière. J'y reviendrai hein, périodiquement pour permettre à tout le monde de comprendre. Mais globalement, c'est un système un peu complexe où le président de la République est élu au suffrage universel indirect et indirect parce qu'on élit des délégués en fait qui élisent on élit des délégués qui élisent les grands électeurs qui, eux, maintenant, élisent le président. Donc voilà, c'est cette sophistication-là qui fait que les élections présidentielles aux États-Unis sont des élections présidentielles un peu particulières. Mais ceci étant dit, la vie politique aux États-Unis est rythmée autour de deux grands partis, hein, deux grandes tendances, finalement deux grandes manières de voir le monde. D'un côté, on a les républicains et de l'autre, on a les démocrates. Et donc, il s'agit pour moi de revenir rapidement sur ce qui structure finalement le bipartisme américain, ce qui fait que c'est pas radicalement différent, mais en tout cas, quelles sont les lunettes à travers lesquelles les républicains décryptent le monde qui les entoure et les démocrates de l'autre côté, la manière dont ils vivent l'élection présidentielle, dont ils vivent la gestion du pouvoir. Mais avant ça, vous connaissez bien, vous qui êtes des inconditionnels, ceux qui ont l'habitude en tout cas de cette émission, savent qu'on démarre toujours par distribuer quelques bons points. Aujourd'hui, parce que c'est un jour un peu spécial, un jour un peu triste, parce que vous savez que le porte-parole du Khalif des Tidianes, l'ami de tout le monde, celui dont Barthélémy Diaz a justement partagé une vidéo qui dit à suffisance la qualité d'homme que c'était. Porte-parole du Khalif des Tidianes, donc musulman, mais en même temps dans une église, lors du décès de quelqu'un, et manifestant son affection et sa sympathie dans l'église, en faisant des accolades aux gens, vraiment des marques de sympathie et d'affection qui avaient fini d'émouvoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui qui s'en va, et donc je voulais saluer sa mémoire avec votre permission, saluer sa mémoire et Serine Pape Maliksi, qui a été rappelé à Dieu, je pense, avant-hier, et donc je voulais saluer sa mémoire, et aussi profiter de l'occasion pour saluer le nouveau porte-parole du Khalif des Tidianes, s'appelle Serine Mansoursi Djamil, que vous connaissez sûrement, hein, qui est un personnage public, un homme aussi d'une grande qualité, un homme multidimensionnel, Serine Mansoursi Djamil, grand intellectuel financier de renom. Je pense qu'il a bossé à la Banque islamique de développement, pendant longtemps donc diplomate chevronné, financier rompu aux arcanes de la finance internationale, mais surtout de la finance islamique, et aussi acteur politique de premier plan. Voilà, il devient porte-parole du Khalif des Tidianes,
C'est une tâche particulièrement ardue de mon point de vue, parce que je suis assez curieux, au-delà de la qualité de l'homme, je suis assez curieux de la capacité avec laquelle il va arriver à juguler, à, à assumer de même front les deux postes. À mon avis, il y en a un qui souffrirait de ce cumul de postes-là, et il ne serait pas impossible qu'il décide finalement de se consacrer à l'une ou à l'autre des tâches. Ce qui est sûr, c'est que la tâche à laquelle il choisira de se consacrer, je veux dire, souffrira en tout cas, l'autre tâche à laquelle il aura choisi de ne pas se consacrer, souffrira en tout cas de son absence. Si c'est la politique, on perdrait en tout cas un homme politique de premier plan, un homme politique pacifique, même si des fois il a eu à tenir des positions assez fermes sur certains sujets. Voilà. Donc cette page un peu triste étant refermée, je voulais aussi souhaiter un prompt rétablissement au président de la République, dont il se susurre qu'il est en confinement. Alors, ce n'est pas encore validé hein, qu'il est malade, mais il aurait été exposé au Covid et il s'est auto-isolé, auto-confiné, ce que je trouve, ma foi, assez méritoire. Et ce faisant, il donne l'exemple. Et en donnant l'exemple, malgré ses ratés d'il n'y a pas longtemps, il donne l'exemple et il calme le jeu sur tout ce que moi j'ai considéré, et je pense que vous en serez d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous connaissez la règle, hein, vous mettez en commentaire vos observations, et puis j'en tiendrai compte, j'en parlerai ici, et évidemment je vous donnerai mon point de vue, qui n'a de valeur d'ailleurs que comme un point de vue. Voilà. Ceci étant dit, prompt rétablissement donc au président Macky Sall, et je voulais terminer donc par décerner des lauriers assez importants à un député européen qui appartient à la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Il s'appelle Younous Omarjee. Et la raison pour laquelle je lui décerne ces lauriers-là est assez simple. Il a soumis en fait une proposition de loi pour déclarer l'esclavage crime contre l'humanité. Et cette proposition a été adoptée ce vendredi 19 juin. Voilà, donc ça me semblait plutôt remarquable, cette, cette proposition-là. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus dedans, en tout cas ce que j'ai trouvé le plus particulier, c'est que cette reconnaissance-là, elle va être doublée de l'organisation d'une journée européenne mémorielle, donc qui permettrait en fait de se remémorer l'abolition de l'esclavage, et elle serait fixée le 2 décembre. Donc le député en fait propose aussi que cette date, parce que elle fait référence à la journée mondiale sur l'abolition de l'esclavage, qui est déjà organisée par ailleurs par l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors évidemment, je ne suis pas moi pour une mémoire douloureuse, une mémoire repentante, etc. Cependant, je pense quand même qu'on célèbre d'un côté la Shoah, on doit célébrer dans la même et avec la même dignité l'esclavage, on doit célébrer en tout cas le crime que ça a été, on doit le rappeler, on doit rappeler dans les mémoires de l'humanité le crime absolu que ça a été, le crime de dépeuplement qu'il a entraîné pour le continent africain, et on doit aussi dire avec la même force ce que ça a entraîné comme retard pour le continent. Et donc moi je fais partie de ceux qui considèrent que la question des compensations et de l'indemnisation n'est pas une question superflue. Alors évidemment, pour moi, comment on va dire, la marge de manœuvre réside dans les modalités que peuvent emprunter cette compensation ou cette indemnisation. Mais il demeure que pour le principe, cette indemnisation doit avoir lieu. Voilà. Donc je voulais, et vous le savez, hein, commencer par ça. J'ai aussi envie, donc il faut décerner quelques bonnets d'âne. Merci Bourg, mon cher ami, Bourg Ndiaye. Sois le bienvenu, mon frère. Ah, merci infiniment. J'apprécie que tu apprécies ces informations-là. Merci infiniment. Dibi Anne, sois le bienvenu. Nani, soyez les bienvenus. Et puis, merci beaucoup, frère. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Ah, Nadia a perdu sa maman hier. Ah, écoute, toutes mes condoléances. On lui présente toutes nos condoléances hein, à Cotonou, hein, c'est ça? Vraiment. Toutes nos condoléances. Hein, que Dieu l'accueille dans son paradis. Donc il s'agit d'une amie en fait qui a perdu sa maman, qui s'appelle Nadia, et qui est une très bonne amie à la famille.
Nous prions pour le repos de son âme. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, je veux remarquer comme, alors, décerner un bonnet d'âne, et le bonnet d'âne, en fait, en tout cas les mauvais points, parce qu'on m'a dit de ne pas utiliser l'expression bonnet d'âne, elle est un peu péjorative, donc je la retire. C'est ma maman qui m'a dit de ne pas l'utiliser, donc je l'enlève. Donc, je voulais quand même attribuer quelques mauvais points au commissaire Sadio. Commissaire Sadio pour lequel je loue le courage, et dans la même foulée, je dis, franchement, moi, je ne comprends pas cette propension assez catastrophique, non seulement à insulter les gens, mais franchement, mais il y a un problème au Sénégal. Il y a un problème au Sénégal. Aujourd'hui, à la fois les Sénégalais qui sont au Sénégal et les Sénégalais de la diaspora ont une marque de fabrique. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, on peut en discuter d'ailleurs. Ils ont une marque de fabrique. Et c'est quoi cette marque de fabrique? C'est le fait d'insulter. Alors, je n'ai pas souvenir que la culture sénégalaise soit une culture d'injure comme c'est en train de le devenir. Commissaire Sadio, un homme respectable, un homme digne, d'un certain âge d'ailleurs, à la retraite, prend sa plume et la trempe au vitriol. Ce qu'on peut comprendre, on peut être dur sans être irrespectueux. Et loin de moi l'idée de faire la leçon à un aîné, mais quand même, je trouve que cette propension-là à insulter les gens, qu'a d'ailleurs Adama Gaye, Adama Gaye justement, Bourg, ton ami Adama Gaye, dont je célèbre le combat, et en même temps, je ne comprends pas cette propension absolument désastreuse et regrettable d'insulter les gens à tout va. Aujourd'hui, tous les activistes de la diaspora dont on entend parler ont pour marque de fabrique d'insulter copieusement les gens. Alors j'ai vu, on m'a envoyé, c'est mon grand frère qui m'a envoyé, Dimane Ehamba, qui m'a envoyé une vidéo dans laquelle une dame, deuxième bonnet d'âne, celle-là, pour le coup, moment, tu me passeras cette expression, mais bonnet d'âne. La dame insultait copieusement les Casamançais, mais de la manière la plus odieuse, et simplement sur le fait qu'ils sont Casamançais. Et se réjouissait dans le même temps qu'il y ait des mines antipersonnelles en Casamance, se réjouissait que les gens meurent en Casamance, se réjouissait de ce que le plus vieux conflit sur le continent qui se déroule là-bas continue de faire autant de victimes. Et regretter enfin, et oui, parce qu'il faut bien regretter, on ne peut pas être totalement, comment on va dire, idiot, elle regrettait enfin que quelques soldats soient décédés à cette occasion. Donc elle aussi, je voulais lui décerner quelques bonnets d'âne. Et vous m'excuserez de ne pas la nommer ici parce que je ne veux pas lui faire de publicité. Voilà. Et enfin, j'ai vu plus récemment une espèce de conflit entre deux activistes aussi. Je pense l'une qui s'appelle Dior Gay et puis une autre activiste dont il se dit, alors je ne sais pas parce que j'ai juste vu les échanges, mais je ne suis pas sûr de ce point-là, que la personne avec laquelle elle a un conflit appartiendrait à une autre faction politique, à un autre parti politique. Et donc ce serait un problème politique qui se serait réglé par injure justement en live et qui aurait dégénéré dans un pugilat en live. Voilà. Et donc c'est tout ça en fait que je voulais constater pour le déplorer avec vous. Et je suis presque sûr que vous serez d'accord avec moi sur cette calamité que ces choses-là sont. Salut Raoul, sois le bienvenu Frangin, merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, ceci étant dit, donc, je voulais d'abord commencer. Alors, justement, dans le cadre de ce live thématique-là que je fais sur les présidentielles, je voulais toujours commencer par un petit survol de l'actualité de ces présidentielles américaines. Vous avez sûrement suivi, parce que je sais que vous êtes des observateurs attentifs de la scène politique internationale, rappelez en fait l'actualité de ces présidentielles-là. C'est surtout marqué par une vraie différence de stratégie dans la manière dont ils exécutent cette campagne-là. Alors Donald Trump, en fait, s'affiche partout et arpente le pays, il va un peu partout. Et puis le second, donc, comment il s'appelle encore, Joe Biden, est plus calme et il se déplace pour de petites rencontres près de chez lui. D'ailleurs, il est toujours masqué, c'est un signe d'ailleurs du temps, il est resté confiné longtemps.
Mais il a privilégié là que de petites rencontres. Je pense qu'un journaliste d'ailleurs de New York Times, je pense, a calculé le rayon dans lequel il s'est déplacé et il s'avère qu'il n'a pas parcouru plus de 70 km depuis son domicile, depuis le début de la campagne, son domicile dans le Delaware, pour se rendre à deux rencontres, à Lancaster et puis une autre rencontre dans laquelle il a fait une espèce de communication, conférence de presse. Mais il faut rappeler en fait que Joe Biden a 77 ans et que c'est son premier événement public, en fait, il le faisait dans une salle vide. Salle vide, hein, c'est assez curieux. Une salle vide. Et il y avait quelques journalistes, en fait. Et les journalistes étaient installés. Enfin, il faut que vous voyez la photo, c'est quand même assez curieux. Ils étaient installés en respectant une distance de sécurité. Et ils n'avaient même pas la possibilité de poser des questions parce que c'est l'une des rares images dans laquelle on voit Joe Biden sans masque, en fait, durant la campagne pour les présidentielles. Ok. Et de notre côté, Joe Biden, justement, qui caracole en tête hein, dans les sondages, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais parler des sondages, qui le placent en tête dans la course à la présidentielle, mais il faut avoir le triomphe modeste parce que Hillary Clinton aussi en 2016 caracolait en tête des sondages et qu'il faut qu'il sache aussi que ils n'ont pas affaire à un débutant en politique. Ok. Alors, l'implication de Obama, parce que, vous savez, Obama, la Constitution américaine lui interdit d'être candidat à un troisième mandat, mais il mène campagne tambour battant et il s'engage personnellement dans la course à la Maison-Blanche depuis plusieurs jours. Et donc, je pense que c'était samedi, non, c'est plutôt mardi. Mardi, il a participé à une levée de fonds en faveur de Joe Biden, son ancien vice-président. Et, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Le succès a été fulgurant, mais surtout immédiat. À cause de cet événement-là, qui a été fait d'ailleurs en ligne, Joe Biden a levé 11 millions de dollars. D'ailleurs, on en parlera parce que le financement aussi de la campagne présidentielle, de mon point de vue, est aussi quelque chose d'assez particulier dans la campagne présidentielle. Donc on en reparlera ici. Et donc Obama a permis à son poulain, en fait, de lever 11 millions de dollars. Donc c'est un record. C'est-à-dire que depuis le début de la campagne, on n'avait pas eu un tel apport en termes de financement. Alors, donc ça veut dire aussi quelque chose. C'est que la magie Obama opère toujours chez les démocrates. C'est encore quelqu'un qui est très, comment on va dire, très aimé par les démocrates. Et je pensais d'ailleurs, moi, personnellement, je pensais que l'affection que les démocrates lui portaient allait baisser un peu en raison du fait que, vous savez, à un moment donné, Obama avait songé à se lancer en politique au Kenya. Alors, qui parmi vous était au courant? Vous savez, il avait lancé quelque chose, en fait. Ah oui, non, clairement. Alors, Biden, c'est le maître de la gaffe. Et tu sais, en fait, ce que tu dis là, c'est très important parce que comment ça s'appelle? Les équipes de campagne de Donald Trump comptent là-dessus. Et c'est pour ça que vous voyez souvent Donald Trump le houspiller, aller le chercher en fait, pour obtenir de lui qu'il rentre sur le terrain politique. Parce qu'ils savent que dès qu'il rentrera sur le terrain politique, il fera des erreurs et ça permettra de manière comparative, de mieux mettre en avant la posture un peu martiale de, comment on s'appelle, de Donald Trump. D'ailleurs, c'est curieux que tu dises ça, Pi, parce que la raison de sa conférence de presse d'il n'y a pas longtemps, là, je crois, de mardi. Non, c'est pas mardi. Enfin, la conférence de presse qu'il a faite il n'y a pas longtemps, elle visait justement pourquoi il n'y a pas eu de questions avec les journalistes. Ils essaient de contrôler justement ce que ce monsieur va dire, parce qu'il est capable évidemment de faire monter, avec ses gaffes, de faire monter Obama dans les sondages. Donc voilà, le candidat donc, et par contre il y a eu un truc assez bizarre, toujours dans l'actualité de ces présidentielles-là, c'est que le candidat du Parti démocrate, Joe Biden, accuse Donald Trump en fait de faire tout son possible en fait pour reporter l'élection. Et alors on n'a pas compris parce que ce n'est pas dans ses pouvoirs. C'est-à-dire que le président de la République n'a pas la capacité de reporter l'élection. C'est juste impossible. Alors, mais l'hypothèse sur laquelle se base en fait Joe Biden en fait,
c'est que le président américain en fait s'oppose au vote par voie postale, le vote par courrier, qui est possible aux États-Unis. Le problème en fait, c'est que si le vote par courrier existe, dans cette période de coronavirus-là, ça pourrait desservir, comment il s'appelle, Donald Trump, qui lui justement table sur le fait que si on va aux élections, tout le monde, on déconfine et tout le monde y va, et ça pourrait jouer en défaveur de l'argument numéro un de, comment il s'appelle, de Joe Biden, qui est confinez-vous, etc., et qui pourrait fournir une véritable alternative à Joe Biden pour construire une stratégie différente, justement en se basant sur le vote postal. On en parlera un peu plus tard, hein, mais il est même en train de songer aujourd'hui que sa convention nationale, celle de Joe Biden et du Parti démocrate, pourrait se faire de façon virtuelle, ce qui serait une première hein, dans l'histoire des États-Unis. Voilà un peu où est-ce que nous en sommes du côté de Joe Biden. De l'autre côté, vous avez Donald Trump qui, alors évidemment, est mort de rire. Donald Trump se paie la tête de Joe Biden et il l'accuse de se cacher et malgré tout, en dépit du fait qu'il le houspille comme ça tous les jours, Donald Trump justement qui lui a 3 ans de moins, hein, vous savez que, comment il s'appelle, que Joe Biden, par contre, il est vraiment en meilleure forme. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous l'avez certainement vu lors de son meeting à Tulsa, arpenter pendant près de 2 heures la scène, c'est quand même comment on va dire, l'indicateur d'un niveau de forme sportive, hein, s'entend. Niveau de forme sportive qui est presque olympien. C'est une épreuve olympique, parlée pendant 2 heures de temps. Et voilà, il le fait comme ça, lui, comme si ça ne lui coûtait rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. D'ailleurs, Trump, en fait, marque son retour avec les meetings de campagne devant des milliers de partisans. Alors, vous avez certainement assisté, mais on en parlera un peu plus tard, justement sur le paysage audiovisuel et médiatique aux États-Unis, qui est très fortement anti-Trump. Très fortement anti-Trump. Mais si vous regardez, en se souvenant du meeting en fait de Tulsa, justement, vous avez des milliers de partisans qui sont rarement masqués et qui sont tous très serrés au coude à coude en Oklahoma. Ça avait quelque chose d'assez particulier. On avait presque l'impression en fait que il n'y avait pas d'épidémie du coronavirus. Il n'y avait pas d'épidémie du coronavirus. Et cette partie-là, justement, donc, est quelque chose de très particulier, c'est que les militants de Trump sont des inconditionnels. Et je crois hein, fondamentalement que la différence va se jouer là. Vous avez certainement assisté aussi à la recrudescence en ce moment du coronavirus, de l'épidémie, hein, qui reprend de manière très forte aux États-Unis. Et il y a même des États qui sont en train de songer à reconfiner. Alors, vraiment, il y a quand même un vrai... le spectre, en tout cas, de changements majeurs en termes de stratégie dans la campagne présidentielle plane et pourrait arriver dans les semaines qui viennent. Mais les équipes de Trump, et je vous l'avais expliqué tout à l'heure, parce que Trump est vraiment mené dans les sondages, et il faut qu'ils aient une stratégie pour faire revenir Trump dans les sondages. Et leur meilleure stratégie, en fait, ce qu'ils ont trouvé en tout cas, c'est houspiller, pousser Biden à sortir, à parler aux médias, comme il l'avait fait, hein, vous savez, dans la fameuse interview qu'il avait fait avec comment s'appelle, là, le journaliste noir américain, dans laquelle justement il avait fait sa première gaffe. Dès qu'il a un micro, lui, dans les parages, il fait une gaffe, et c'est ce que Pi rappelait tout à l'heure. Il avait dit en fait quelque chose d'assez assez stupide hein, dans le fond. Il disait, si un noir vote pour Trump, il n'est pas noir. Voilà, en résumé, hein, je résume un peu vite. Et ça, c'était une gaffe que les gens lui avaient reproché parce qu'évidemment, c'est totalement ridicule de résumer la condition, la négritude en fait, à un acte militant, un acte citoyen aussi important fut-il que l'acte de voter. Et l'autre élément, donc, c'est que Donald Trump, parce que vous savez que c'est un roublard et qu'il est encore président des États-Unis, au moins jusqu'en janvier prochain. Même si les élections se déroulent le 3 novembre, en règle générale, il est encore présent jusqu'en janvier. Et donc, ce qu'il fait là, il a pris une mesure
cette semaine, c'est qu'il a suspendu les visas de travail. Et le calcul qu'il fait est assez simple, hein. C'est réserver les 525 000 emplois à des citoyens américains. Et vous savez que la priorité de Donald Trump, il l'a toujours dit, c'est remettre les Américains au travail. Et le taux de chômage aux États-Unis est passé à 3,5% de la population active en février, est passé à 13% en mai, c'est les derniers chiffres en fait, et à la suite des mesures de confinement. Donc aujourd'hui, il a intérêt à faire repartir l'économie. Donc il gèle en fait les visas de travail et il prévoit même, si il arrive à le faire passer, il prévoit même une réforme des visas. Vous savez, il y a des visas pour les travailleurs qualifiés et pour les travailleurs non qualifiés. Donc lui, il est en train de songer à réformer ces visas-là. Alors évidemment, aux États-Unis, levier de bouclier. Toute la Silicon Valley, Google, Facebook, Amazon, Twitter, etc., ils sont vent debout. Ils estiment que c'est une... vous savez que ces gens-là fonctionnent d'une manière très particulière. La plupart des gens qui bossent chez eux sont des immigrés. Le sujet, en fait, et c'est ça, ce qu'ils ont répondu justement à Trump en disant ok, vous voulez maintenir vos emplois, mais ça ne va pas fonctionner cette affaire-là. Parce que si vous interdisez aux gens d'entrer, qu'est-ce qui va se passer? Les travails vont se créer ailleurs. Dans une économie qui est de plus en plus numérique, vous ne pouvez pas empêcher les gens de travailler. Si vous les empêchez d'entrer pour travailler chez vous, ils travailleront de là où ils sont. Et les emplois se créeront là-bas. Et donc, économiquement, c'est une stratégie qui se défend. Et donc, voilà, c'est un calcul politique que fait Trump. Mais quand il fait ça, c'est de la consommation locale. Il s'adresse à son électorat et il avait promis à son électorat de réserver les emplois américains aux Américains et il est en train de le faire. Je vous rappelle que c'est probablement l'un des présidents, mais on en parlera la semaine prochaine justement, puisque la semaine prochaine, je vous propose de parler des candidats et de leur programme en lien avec les questions raciales et les enjeux géopolitiques. Donc on en parlera la semaine prochaine et on aura donc l'occasion de voir combien Trump a tenu ses engagements et combien finalement il est prêt, ce qu'il propose en fait pour ce qui va venir et pourquoi on a des raisons de s'inquiéter en tant que noir et pourquoi on a des raisons de s'inquiéter en tant qu'Africain. Et puis bien entendu on parlera au niveau géopolitique de la question finalement de l'anti-multilatéralisme de Donald Trump et de comment on va dire, socialisme de Trump. Et dernière chose sur ce sujet, donc sur l'actualité, Donald Trump, en fait, enfin son administration en tout cas, donc lui, a demandé à la Cour suprême d'abroger l'Obamacare. Alors ça, par contre, alors il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures de temps que ça, l'administration Trump a fait cette demande-là, et c'est quelque chose de scandaleux. C'est vraiment un scandale sans nom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Obamacare, en fait, c'est 130 millions d'Américains qui ont des antécédents médicaux et 23 millions, parce que c'est 23 millions qui ont été couverts par l'Obamacare, en fait, c'est le... comment s'appelle ce truc-là? Affordable Care Act, en fait, Affordable ACA, Affordable Care Act, en fait, qu'on appelle l'Obamacare, en fait, a couvert 20 millions de personnes supplémentaires depuis que ça existe. C'est donc quelque chose d'absolument phénoménal et qui est, voilà, en tout cas, dans le dispositif de, comment ça s'appelle, dans le dispositif que Obama a mis en place et sur lequel les démocrates comptent, dans cette période de coronavirus, c'est quelque chose qui fera mouche. Donc, on y arrive. L'Obamacare, je vous rappelle que Donald Trump, en 2016, avait promis de le détricoter. Et il a tout fait d'ailleurs pour le faire. Ce qui a permis, parce que vous savez que la santé est du ressort en fait des États fédérés. On est une fédération en fait aux États-Unis et la santé est une question liée aux États fédérés. Dans les États républicains, les plus sérieuses attaques ont été conduites contre l'Obamacare. Et dans les États gérés par des gouverneurs pro-démocrates, on a trouvé, enfin en tout cas, on maintient ces acquis-là. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire donc, sur l'actualité. Et terminer en vous rappelant quand même que
D'un côté, vous avez Donald Trump qui a déjà trouvé, lui, son vice-président, c'est Mike Pence, en fait. Il ne change pas une équipe qui gagne, c'est avec lui qu'il avait gagné contre Hillary Clinton. Il redemande les suffrages des Américains, donc il va reconduire cette équipe-là. Et de l'autre côté, vous avez Joe Biden qui, lui, pour le coup, n'a pas encore trouvé son vice-président. Alors, évidemment, lui a annoncé, Joe Biden, qu'il choisirait une femme pour former le ticket démocrate. Alors, c'est le signe d'un grand progressisme, parce que bon, ça faisait longtemps. Vous savez que, et je l'avais déjà dit hein, la semaine dernière, mais je le rappelle, dans le ticket d'un candidat à la vice-présidence, il y a quand même des règles. La première règle, c'est que le vice-président doit appartenir à une faction, à une tendance qui n'est pas la même que la tendance du candidat à la présidence des États-Unis. Donc une tendance différente. Et deuxièmement, il doit provenir ou elle doit provenir d'une région, donc d'un État différent de celui du président. Et donc ces deux éléments-là, Joe Biden y a rajouté un troisième. C'est la question du genre du vice-président, et il a indiqué qu'il choisirait une femme. Alors évidemment, si cela se faisait, ce serait la première fois, et s'il était élu, hein, ce serait la première fois qu'une femme arriverait à la vice-présidence, et ce serait donc la deuxième première fois que les démocrates finalement seraient les premiers à innover de manière aussi radicale. Je rappelle que c'est les démocrates qui ont amené pour la première fois un président noir à la présidence des États-Unis. Ce serait encore une fois historique, la première fois que les démocrates amèneraient comment ça s'appelle? Ah oui, absolument. Alors, elle coche deux cases, la courtise dont tu parles. Alors, je reviens donc sur la courtise, en fait. Donc, il y a deux choses, en fait. C'est qu'elle est, comment ça s'appelle? Elle est une femme, et donc, elle est en bonne position, et elle était proche de Bernie Sanders. Et Bernie Sanders a une très grande popularité auprès des jeunes au sein du Parti démocrate. Et d'ailleurs, ce n'est que la mort dans l'âme pour les jeunes qu'ils ont accepté de voter pour Joe Biden, en tout cas d'aider Joe Biden à passer. Donc voilà, aujourd'hui, Cortez, effectivement, elle a le vent en poupe. Est-ce qu'on est en mesure de juger de l'efficacité de l'Obamacare? Très clairement. Alors la première chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui meurent le plus... Alors d'abord, qui est le moins couvert? Parce qu'il faut se rappeler ce que c'est l'Obamacare. L'Obamacare s'appelle le Affordable Care Act. En fait, qu'est-ce qu'il permet? Aux États-Unis, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas avoir d'assurance santé. Ça coûte trop cher. Parce que je rappelle que l'assurance santé, c'est quoi? Et vous avez un taux de prévalence des maladies chroniques très élevé aux États-Unis, ce qui fait que l'assurance médicale coûte très cher. Si vous n'êtes pas donc, si vous n'avez pas de revenus très importants, vous ne pouvez pas vous permettre de payer une assurance santé. Qui sont les gens donc qui payent le plus grand tribut de ce mode de fonctionnement? Mais ce sont les minorités. Je rappelle que la première minorité ethnique aux États-Unis, c'est les latinos, et la seconde, c'est les noirs américains. Celle qui a le plus souffert, et je prends l'exemple justement du Covid pour répondre à ta question, Pi, celle qui a le plus souffert, la minorité qui a le plus souffert, c'est les noirs américains. Le taux de prévalence du Covid parmi eux est absolument phénoménal, parce que c'est eux qui ont les métiers les plus durs, c'est eux qui sont payés le moins cher, c'est eux qui se nourrissent le moins bien, et c'est eux qui peuvent se payer donc finalement, en définitive, un suivi médical le moins possible. Donc, cette question-là, effectivement, de l'Obamacare est une question, d'ailleurs c'est la question dont je dis qu'on parlera la semaine prochaine, parce que la question de l'Obamacare, du point de vue de Donald Trump, n'est pas qu'une question sociale, c'est une question raciale. Et donc c'est une question qui est destinée à de la consommation auprès des irréductibles. Je rappelle que Obamacare, même s'il a refusé, Donald Trump, même s'il a refusé le soutien du Ku Klux Klan en 2016, est très proche, et il a des ultra-radicaux qui sont dans son entourage et qui sont proches du Ku Klux Klan et de ces obédiences-là un peu radicales-là, mais on en parlera un peu plus un peu plus en avant.
Salut Marie-Justine, sois la bienvenue. Alors, JB Anne. Oui, le Texas notamment, qui a été l'un des premiers États à déconfiner, en train de reconfiner, je confirme. Trump est un populiste et me fait penser au président brésilien. Tu as tout à fait raison, Dimane. Tu as tout à fait raison, le président brésilien est un populiste. D'ailleurs, on va voir hein, les similitudes. À la fois, il est autoritaire, mais en même temps, il est populiste. Hein, en refusant de fermer, de confiner complètement, en appelant au déconfinement total, en faisant lui-même des bains de foule, en ne portant pas de masque comme Donald Trump, ils ont finalement pas mal de caractères en commun. Alors, Pi dit il faudrait qu'il y ait des contrôles antidopage après les meetings. Oui, alors complètement, parce que effectivement, Donald Trump nous inquiète un peu par la manière dont il fonctionne. Et je suis d'accord avec toi, il y a de quoi s'inquiéter. Pourquoi la foule n'a pas été au rendez-vous à Tulsa comme l'avait promis le président? Parce que le président est fou. Parce que le président est fou. Mais regardez, c'est juste... le président avait prévu qu'il y aurait des milliers de personnes et qu'il y en aurait jusque dehors. Alors, il avait prévu. C'est vrai quand même que beaucoup de gens avaient réservé, parce que vous savez que dans ce type de meeting, les gens payent pour y être. Hein. Ça, c'était autre chose. Hein. Alors, beaucoup de gens avaient réservé. Donc, il s'est fondé sur les réservations pour déduire qu'il y aurait du monde. Première chose. Deuxième chose, il a démarré dans un état très, comment on va dire, très conservateur. Vous savez, il y a le phénomène du meurtre de George Floyd, et dans cette période-là, il avait envie de donner un message et il est allé dans un état sudiste, un état, comment on va dire, conservateur, et de là, pouvoir donner ce message-là. Donc on lui avait assuré la participation forte des conservateurs dans cette zone-là, et les réservations l'ont induit en erreur, c'est tout. Donc c'est ça. Et puis il s'est trompé. Hein. Et puis les gens ont peur en fait. Hein. Les gens ont peur aussi. Alors, je trouve frappant l'indulgence avec laquelle on traite Biden sur cette gaffe. Je n'imagine pas ce que... Ah oui, non, non. Alors là, par contre, on est tout à fait d'accord. Si Trump avait dit ce que Biden, toutes les gaffes que Biden a faites, alors évidemment, il serait crucifié depuis longtemps. D'ailleurs, même les États généraux qui organisent la campagne présidentielle de Donald Trump ont rappelé ce phénomène-là. Et tu as tout à fait raison de le dire, Pi. Dibi Han dit la gestion désastreuse du Covid-19, la chute de l'économie US et les manifestations Black Lives Matter contre les violences policières, le pourcentage de unemployment semble jouer en la défaveur de Donald Trump. Oui, clairement, tu as tout à fait raison. C'est ce contexte-là un peu défavorable qu'il a envie justement, lui, de régler. Parce que quand même, écoute, il a manqué de chance quand même. Hein. On doit dire quand même que c'est un président qui a manqué de chance. Parce que pour le moment, il avait tout bien fait. Il avait même réglé le problème de la réindustrialisation en interdisant par exemple à Ford et en les obligeant à relocaliser des emplois. Il avait réglé beaucoup de problèmes. Il avait réglé le problème de la Chine. Il avait réglé le problème de Paris, la COP 21, justement, qui était des lestes que les gens portaient, qui n'arrivaient pas à courir. En termes de compétitivité, c'était un problème. Je sais que c'était mauvais pour la pollution, la qualité de l'air, mais c'était quelque chose qui empêchait quand même les États-Unis de se développer comme il faut. Donc il a enlevé ça. Les accords multilatéraux, il les a enlevés. Il est sorti de la CPI. Il a fait énormément de choses. Il a juste manqué de chance. S'il n'y avait pas eu le Covid et la mort de George Floyd, il aurait pu aborder de manière plus sereine cette affaire-là des présidentielles. Alors évidemment, les médias anti-Trump, vous le savez bien, montent en épingle cette affaire-là. Il ne faut pas croire qu'ils sont, comment on va dire ça, innocents. Loin s'en faut. Ils ne sont pas innocents du tout, au contraire. Ils utilisent ça, et aujourd'hui, il y a une espèce d'unanimisme auquel même les médias français participent pour descendre Donald Trump en flèche. On le verra quand on en parlera dans le détail. Ok. Tonton Bernard Ndiaye dit Tonton Bernard, bonjour, sois le bienvenu. Donc la part de l'Afrique dans le programme de Biden, je viens de prendre le train en marche. Oui, absolument. Alors je vais y revenir, parce que Tonton Bernard, ce que je disais en fait, c'est que
le prochain live, le dernier live en fait sur comprendre les élections présidentielles, je vais parler en fait des programmes, je vais présenter les deux candidats, parler de leur programme et faire un focus sur les questions raciales et sur les questions de coopération avec l'Afrique. Donc, en fait, je vais dire en résumé, de mon point de vue, quel est le bon candidat pour l'Afrique. Donc, si tu veux bien, tu m'accorderas la possibilité de ne pas y répondre cette fois-ci, mais plutôt la semaine prochaine. Hein. Donc, tu me dis si tu en es d'accord, sinon je peux quand même l'évoquer assez rapidement à ta demande. Oui, alors les Noirs n'en ont pas suffisamment bénéficié. Je suis d'accord avec toi, Pi, sur le fait que Obamacare, les Noirs n'en ont pas suffisamment bénéficié. Par contre, les tendances, si tu regardes les chiffres, et je vous invite à les regarder, les 20 millions de gens qu'il y a eu en plus, la cohorte des gens qui ont été faits sous Obama est 20 fois plus importante parce que depuis que Donald Trump est arrivé, dans les États gouvernés, parce que je vous rappelle que la politique de santé, elle est gérée au niveau comment on va dire, national, c'est-à-dire au niveau de l'État, l'État fédéré. Et donc, au niveau de l'État fédéré, c'est le gouverneur qui met en œuvre la politique. Donc, les républicains ont attaqué de manière sévère, y compris jusqu'à la Cour suprême. Hein. Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême pour dire qu'il fallait arrêter ces choses-là. Ils ont attaqué, ils ont fait des procès au Obamacare. Donc, ils sont quand même en train de mettre en œuvre énormément de choses. Donc, sous Trump, parce que ça fait quand même 4 ans que ça dure, cette loi-là, le Affordable Care Act, qu'on appelle Obamacare, est vraiment en train de subir les coups de boutoir des républicains. C'est aussi un des enjeux, une des raisons pour lesquelles, de mon point de vue, les Noirs n'ont aucune raison de laisser passer Donald Trump. Voilà. Alors, la date était mal choisie parce qu'elle coïncidait avec un massacre perpétré par des Blancs dans un quartier noir très prospère à l'époque, à tel point qu'il était appelé Black Wall Street. Puis, est-ce que tu réponds à Dibiane? Dis-moi si tu réponds à Dibiane pour que je comprenne. Oui, il n'a pas de chance. Et même le fait d'être acquitté dans son procès à destitution lui avait donné une certaine avance, c'est complètement exact. Et d'ailleurs, les démocrates avaient un peu calculé un peu sur ça, en se disant, on lui fait un procès, mais on va faire en sorte de ralentir la machine. Parce que, et ça c'est très curieux, les démocrates étaient fâchés, Nancy Pelosi ne voulait pas que le procès aille aussi vite. Et c'est parce que Donald Trump avait la majorité au Congrès qu'il a freiné autant que possible pour ne pas y aller. Mais dès qu'il a été question d'y aller, ils ont accéléré la cadence pour pouvoir le blanchir avant les élections présidentielles. Et je vois, Dibiane, que tu es un observateur très attentif de la vie politique avec lui, Lopi, hein, Pi, mon cousin. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et donc, je voulais revenir, donc, si vous le permettez, à cette question-là. Joe Biden donc, dit, hein, et lui, justement, en donnant quelques exemples pour expliquer un peu qui pourrait avoir sa faveur, et en essayant de dessiner un portrait robot de la candidate idéale, il dit « Je veux quelqu'un de fort, qui soit capable de débattre en privé quand elle est en désaccord et qui soit prête dès le premier jour. » Alors, vous vous imaginez bien que ça, il n'y a qu'un démocrate pour dire ça. Donald Trump, lui, par contre, il n'a pas envie d'avoir de désaccord. Vous avez vu son livre qui est sorti là il y a pas longtemps. Pour lequel d'ailleurs je ferai un live spécial sur le, parce que je l'ai eu là il y a 2 jours. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le lire et je vais vous faire un live spécial sur le livre de Bolton en fait, qui dit en fait c'est The Room Where It Happens. Alors en français assez rapidement, la chambre, la pièce dans laquelle ça s'est passé, faisant référence à la pièce de la Maison Blanche où siège justement le président des États-Unis. Voilà. Maintenant, alors, quelles sont les tendances de fond aujourd'hui qui caractérisent la vie politique américaine? La première tendance de fond, c'est vraiment la polarisation. Dire qu'il y a vraiment 2 pôles, quoi. Et aujourd'hui, plus que jamais, les républicains n'ont jamais été aussi éloignés. Jamais. Et cette tendance de fond-là, la polarisation, fait que il y a plusieurs choses sur lesquelles ils sont très différents. D'abord, c'est le rôle, la place qu'occupe l'identité dans les 2 partis républicains et démocrates. Alors, si vous demandez aux gens de gauche, en fait,
Eux, ils croient que le tribalisme de droite, c'est-à-dire le sectarisme et le racisme, déchire le tissu social de la nation. Okay, donc la gauche, les démocrates, et puis la droite, en fait, ils considèrent, eux, par contre, que le tribalisme de gauche, c'est-à-dire la politique des identités, le politiquement correct, déchire le tissu social de la nation. Et malheureusement, et c'est ça le vrai sujet, c'est que les deux ont raison. Les deux ont raison parce que le sectarisme et le racisme déchirent le tissu social, mais de la même manière, le politiquement correct et le rôle qu'on donne à l'identité, c'est-à-dire l'Américain n'est pas juste un Américain, c'est un Américain noir, un Américain blanc ou un Américain, un latino. Et ça, c'est un problème aux États-Unis, et c'est une vraie différence entre la manière dont les deux partis politiques se regardent. Alors, juste d'un mot. Ah, voilà, ok. Donc, effectivement, Dibi-Anne, tu as la réponse de Pi qui rajoute en fait un des paramètres, effectivement, par rapport au meeting de Tulsa. Voilà, merci beaucoup, Pi. Oui, exactement, exactement. Parce que, évidemment, à changer deux fois, ça commence à sembler difficile. Hein. Voilà. Alors, donc, l'autre élément, c'est aussi la question religieuse. Aujourd'hui, au cœur de la société américaine, qui est une société maintenant un peu sécularisée, hein, il y a la question du christianisme, en fait. Et c'est un vrai problème entre les deux parties. Le christianisme. Vous savez, avant, et d'ailleurs aux États-Unis, on jure sur la Bible, et vous voyez la prégnance que le christianisme a jusque sur le billet de banque. Aujourd'hui, c'est en train de perdre sa prééminence. La question du christianisme est en train de reculer. Et en réaction, donc, vous avez des mouvements de réaffirmation identitaire qui sont très puissants. Par exemple, aujourd'hui, parmi les électeurs du Parti démocrate, et c'est le parti qui essaie le plus, si c'est possible, de déchristianiser, ceux qui se déclarent affiliés à aucune religion sont devenus majoritaires. Alors que, à contrario, chez les chrétiens conservateurs, la plupart sont républicains. Donc vous avez quand même cette question-là aussi, cette tendance de fond-là, qui est la place du christianisme dans le débat politique et dans les partis républicains et démocrates. L'autre élément, c'est l'intensification de la diversité raciale et ethnique. Parce que vous savez, aux États-Unis, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la conviction que on n'est pas seulement un Américain, on est un Américain noir, blanc ou rouge, un Indien ou un Latino. On appartient forcément à une catégorie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui de communautarisme en France. Quand vous les entendez refuser le communautarisme ou la ghettoisation, en réalité, ils parlent du communautarisme à l'américaine, où chaque communauté habite dans son coin. Et d'ailleurs, il y a même des quartiers aux États-Unis qui sont exclusivement black, d'autres quartiers qui sont exclusivement WASP. Et les WASP, en fait, c'est quoi? C'est White Anglo-Saxon Protestants. Donc, la question de la religion et la question de la couleur de peau, la question de l'ethnicité, sont des questions qui fracturent la vie sociale aux États-Unis. Pour les Américains, c'est une question qui est quand même importante. Ensuite, et on va en parler parce que les nouvelles règles de fonctionnement, et ça fait partie des choses dont je vais vous parler aujourd'hui, les nouvelles règles de fonctionnement qui ont été adoptées par les partis politiques pour la sélection des candidats, notamment le caucus et les primaires, sous prétexte de démocratisation et de pouvoir qu'on redonne à la base, a court-circuité un peu les permanents. Vous savez, dans tous les partis, il y a des professionnels de la politique. Et c'est en ça que je vous disais, je pense, lors du live précédent, qu'il y a quelque chose de particulier. C'est qu'on fait souvent le grief à la politique américaine et donc au système électoral américain d'être peu démocratique. Eh bien, c'est faux. En réalité, et c'est mon point de vue, c'est une opinion, on peut en discuter. Et d'ailleurs, n'oubliez pas la règle, si vous avez une opinion contraire, il faut l'écrire afin que, évidemment, parce que le but c'est aussi celui-là, que l'on puisse échanger dessus. Les nouvelles règles de fonctionnement, donc, qui font que, alors, depuis la base, donc depuis le bureau de vote local, jusqu'à la convention nationale, qui choisit finalement les délégués qui vont aller sélectionner les grands électeurs, vous avez une espèce de procuration
et de délégation de pouvoir. Et cette délégation de pouvoir-là et cette transmission de mandat, comme dans une course de 400 mètres où finalement le coureur donne le relais au délégué qui suit, qui lui va voter pour lui à l'élection suivante, c'est quelque chose de fondamentalement très démocratique. Et vous allez voir ensuite qu'il y a un deuxième élément qui rend les choses beaucoup plus démocratiques, c'est la question du financement. Même s'il y a des choses à dire sur le mode de financement, ça dit quand même quelque chose de la manière dont est structuré intellectuellement l'électeur américain. Aujourd'hui donc, je dis que dans ce modèle-là, on n'a plus aujourd'hui de professionnels de la politique. Parce que le problème, c'est celui-là, c'est que n'importe qui peut voter à n'importe quelle élection. Je l'ai rappelé, quand une primaire est ouverte ou fermée, vous pouvez non seulement voter dans une primaire pour votre candidat, mais vous pouvez aussi aller voter pour l'ennemi, la personne en tout cas qui est le mieux placée. En tout cas, vous avez intérêt à aider l'adversaire, l'ennemi de mon ennemi. Vous connaissez la fameuse expression, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc faire en sorte que quelqu'un d'autre passe plutôt que celui qui a le plus de chances de faire perdre votre candidat. Donc il n'y a pas que cette affaire-là. Et puis ensuite, il y a la question des PAC, Political Action Committee, et des super PAC. Ces deux questions-là qui structurent et la vie politique américaine et le financement de la vie politique américaine sont des sujets qui structurent et qui démocratisent la vie politique aux États-Unis. Donc ces éléments-là font que vous n'avez pas de professionnels de la politique et de toute façon, quand ils existent en fait, ils ne sont pas favorisés. Parce que vous avez justement n'importe qui peut s'autosaisir et voter pour qui il veut. Alors ensuite, vous avez le rôle des généraux donateurs. J'ai un point complet justement sur le financement où on parlera donc des donateurs. Parce que autrefois, les généraux donateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient à favoriser leur secteur d'activité économique par le lobbying. Mais aujourd'hui, on a affaire à des milliardaires qui sont des idéologues. On a Bill Gates, on a Mark Zuckerberg, on a le mec de Amazon, Jeff Bezos, vous avez des milliardaires qui font de l'idéologie et qui ont envie que la théorie sur les vaccins, Bill Gates, si vous aidez les vaccins, il va vous aider. Donc, aujourd'hui, ces milliardaires idéologues-là nous font courir un danger. Et c'est un vrai sujet. Et puis, vous avez aussi la question du découpage qui structure aussi la vie politique aux États-Unis. C'est que les républicains, pendant longtemps, ont découpé aussi les circonscriptions électorales de façon intéressée. Pour qu'ils ont charcuté littéralement la carte des comtés de manière à isoler les électeurs démocrates et à favoriser chaque fois leur propre candidat. Mais ça vous rappelle sûrement quelque chose. Dans nos pays en Afrique, on utilise la même chose. 2 ans avant des élections locales, vous avez toujours un redécoupage administratif avec de la création de nouvelles, communautés rurales, collectivités locales qui permettent en fait de les découper de manière à favoriser des candidats politiques, très clairement. Voilà. Et donc, du coup, les circonscriptions, et c'est ça qui a fait que les circonscriptions qui étaient gagnées d'avance, en fait, là-bas, ça se joue aux primaires, puisque quand une circonscription est gagnée d'avance par un parti, le vrai défi, c'est qui va représenter le parti. Et donc, ceux qui sont le mieux positionnés en politique, c'est généralement les plus radicaux. Et c'est comme ça d'ailleurs que parmi les républicains, un Donald Trump a une chance phénoménale de rafler la mise et de mettre au garage finalement les professionnels de la politique, lui qui n'a jamais été élu avant d'être président des États-Unis. Jamais été élu. Un peu comme Macron d'ailleurs, ça doit vous rappeler quelque chose. Macron aussi n'avait jamais été élu. Alors oui, Dimane dit les républicains sont conservateurs et la religion et la morale manichéenne est importante pour eux. C'est vrai. A contrario, les démocrates sont libéraux sur le plan social, liberté d'opinion, alors qu'ils sont pour l'avortement, l'homosexualité. Alors j'essaie d'afficher, je ne sais pas si j'y arriverai. L'homosexualité et autres sont pro-démocrates. Ils deviennent plus nombreux dans la société américaine. Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, Dimane, je dois rappeler que, vous savez, la fameuse loi, parce qu'aux États-Unis, la question aussi de l'avortement
de la peine de mort, les questions finalement sociales et sociétales, sont du rôle des États fédérés. Oui, ces États fédérés qui légifèrent dessus. Et donc, par exemple, vous avez des États pro-peine de mort et des États anti-peine de mort. Vous avez des États pro-avortement et des États anti-avortement. L'une des libertés que justement Barack Obama s'était donnée et qu'il avait fait voter au niveau fédéral, c'est la fameuse loi Don't Say, Don't Ask. Vous savez, la loi qui était pour les militaires, qui interdisait de poser la question sur l'orientation sexuelle à un militaire, mais qui interdisait aussi aux militaires de donner leur orientation sexuelle. Cette loi-là a permis en fait aux homosexuels de respirer aux États-Unis. Et c'était une loi, donc finalement, dont beaucoup ont dit que c'était une loi d'inspiration démocrate et que les républicains ont considéré rétrograde. Je rappelle qu'autour de Donald Trump, et tu as raison de le rappeler, Timané, autour de Donald Trump, il y a énormément de gens qui sont anti-avortement, anti-homosexualité, ce qu'on appelle les militants pro-vie. Et tu as tout à fait raison de le dire. Alors, le truc, oui, effectivement, alors Dibian dit, c'est très démocratique le système électoral aux États-Unis, sauf qu'au final, c'est le collège électoral qui a le dernier mot. Mais oui, mais en même temps, il a le dernier mot comme résultat d'un processus extrêmement sélectif. Tu vois, et ce résultat-là de processus, puisque le processus est un processus qui, à chaque étape, a été, comment on va dire, presque l'objet d'une validation. Il y a une validation à chaque étape. On peut considérer que, puisqu'on a validé à chaque étape, l'output au bout du processus, mais il est fondamentalement démocratique. Et moi, je pense que c'est ça le sujet. Et il faut qu'on accepte que, d'une manière ou d'une autre, ils nous apprennent, ils nous donnent des leçons de démocratie. Ils donnent des leçons de démocratie. OK ? Voilà. Ensuite, alors maintenant, je voulais faire un point quand même sur le financement des élections aux États-Unis. Parce que je vous ai dit que le but, en fait, c'est quelles sont les tendances de fond, et c'était la question à laquelle je répondais, quelles sont les tendances de fond qui caractérisent la vie politique américaine, et quelles sont finalement les lignes de fracture. Une des lignes de fracture, et une des caractéristiques du financement des élections aux États-Unis, c'est le financement. Alors normalement, vous avez un financement public et un financement privé. Ça, par contre, il faut bien le comprendre. Mais je suppose que la plupart d'entre vous se souviennent du scandale du Watergate. Le Watergate, c'est cette affaire-là en 1970 qui éclate. Richard Nixon, à l'époque, en fait, il y avait une affaire d'espionnage. En fait, ils écoutaient, il y avait des écoutes illégales, en fait. Et Richard Nixon, en fait, recevait des dons qui venaient d'entreprises et de particuliers. Et donc, les tribunaux ont poursuivi plus de 70 personnes en justice dans le cadre de cette affaire-là, et ça reposait la question de l'argent privé pour financer la politique. Donc, quand il y a eu ce problème-là, le scandale du Watergate, les Américains se sont dit qu'il y a une nécessité de renforcer les règles de financement des campagnes présidentielles. Donc, ils réfléchissent donc, et en 71, je crois, ça s'appelle le Federal Election Campaign Act. Donc, c'est une loi fédérale qui fixe le cadre du financement des campagnes, donne un cadre juridique en fait général pour le financement des élections. Et qu'est-ce que permet ce cadre-là ? Il offre la possibilité de créer en fait des organes de financement public pour les candidats aux élections présidentielles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Américains se disent la question de celui qui devient président de la République est trop importante pour qu'elle soit laissée à des lobbies ou à des personnes privées. Il appartient donc à l'État et à ceux qu'il représente de financer la vie politique et de financer en fait la démocratie. Parce que c'est ça. Il s'agit en fait, vous connaissez la fameuse expression, est-ce que la démocratie a un prix ou elle a un coût ? Alors, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter la démocratie, mais elle doit coûter quelque chose et on doit supporter ce coût-là collectivement. Alors, Pi dit, le processus est d'autant plus démocratique que le vote du collège reflète véritablement le mandat qui lui a été donné. Absolument. D'ailleurs, et vous savez, Pi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, quand un délégué reçoit un mandat, un grand électeur reçoit un mandat de ses délégués pour voter dans un sens, parce que les votes sont publics, ils sont connus de tout le monde.
S'il vote à l'inverse de ce qui a été prévu, il encourt des sanctions. Donc le processus est vertueux. Le processus est autorégulé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de donner un blanc-seing à quelqu'un, un chèque en blanc, mais il s'agit aussi, il dit avant l'élection comment il veut, ce qu'il va faire des mandats qui lui ont été donnés. Dès lors, il y a de la redevabilité puisqu'il a dit avant, il a été élu pour ce qu'il avait dit, et si d'aventure il trahissait ses mandants, il pourrait être sanctionné. D'ailleurs, et c'est un vrai sujet, en France en fait, et nous qui sommes justement des pays d'inspiration, dont le droit est inspiré de la francophonie, nous refusons le mandat impératif. C'est quoi le mandat impératif, si je résume? Ça veut dire, je donne à quelqu'un, je vote pour quelqu'un, avant la fin du mandat, s'il ne fait pas ce que je veux, je peux lui retirer le mandat. Ce que l'on appelle le mandat impératif. Alors, sans aller jusqu'au mandat impératif, il y a quand même une possibilité de sanction. On peut sanctionner le mandataire qui trahit ses mandants. Voilà. Et c'est bien, Pi, que tu m'aies rappelé cette question-là. Alors, donc très concrètement, donc, depuis un demi-siècle environ, parce que 71-2020, ça fait 49 ans. Donc depuis un demi-siècle environ, chaque contribuable, vous savez, il y a la fameuse déclaration des revenus aux États-Unis, et chacun coche en bas. Et c'est ça, et c'est en ça que finalement le financement est vertueux, parce que c'est chacun des contribuables qui dit « oui, je veux qu'on finance la campagne présidentielle », et on dit même, on va jusqu'à dire quel est le montant, si vous signez, quel est le montant qui va être prélevé du budget de l'État pour financer la campagne présidentielle. Donc sur votre déclaration de revenus, vous devez cocher en fait. Alors si vous faites votre déclaration de revenus avec votre épouse, enfin votre conjoint, vous pouvez cocher les deux cases. Et donc vous dites, par exemple, alors c'est en anglais, hein, mais bon, je traduis imparfaitement, cochez ici si vous ou votre conjoint déclarez vos impôts ensemble et que vous souhaitez que 3 dollars aillent à ce fonds. Alors, 3 dollars, c'est depuis, je pense, alors, les années 90, je pense que c'est 93 exactement. Si vous voulez que 3 dollars aillent à la campagne, jusqu'en 93 c'était 1 dollar et depuis 93 c'est 3 dollars. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les contribuables peuvent choisir chaque année de financer à hauteur de 3 dollars la démocratie aux États-Unis. Il ne s'agit pas à cette étape-là de financer un parti ou un autre. Hein. Ce n'est pas la même chose parce que par ailleurs, les électeurs peuvent décider de donner de l'argent à un parti ou à un autre. Mais globalement, ils font ce qu'on appelle, ils abondent, ils financent en fait un fonds présidentiel. Ça s'appelle d'ailleurs the Presidential Fund. Donc c'est le fonds présidentiel. Et l'État n'a pas d'autre choix. Quand cette case est cochée, l'État n'a pas d'autre choix que de dépenser les 3 dollars pour la campagne présidentielle en faisant ce qu'on appelle un abondement. En fait, chaque fois qu'on donne 3 dollars, en fait, l'État verse ces 3 dollars-là. Donc il s'agit en fait, et c'est ça qui fait que c'est très démocratique, parce que les gens disent au départ comment ils veulent qu'on finance la démocratie. D'ailleurs, mon point de vue, c'est que c'est peut-être l'un des moyens par lesquels on peut assainir la démocratie dans nos pays. On devrait s'inspirer de ce financement-là et de ce modèle-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment c'est financé. Okay? Alors, il sert à quoi, donc, le fonds qui a été constitué de tous ces millions de 3 dollars? Ça sert à financer 3 événements. Le premier, c'est les campagnes des primaires. Vous savez, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que les primaires pour l'élection présidentielle sont organisées par les gouverneurs au sein des États, mais que les caucus sont organisés par les partis. Okay? Mais il y a les conventions nationales des partis. Elles sont aussi financées par les... Oui, exactement. Alors, je vais revenir dessus tout à l'heure, Jim, si tu veux bien. Les PAC, en fait, c'est le Politic Action Committee. Et en fait, les PAC, c'est la possibilité que des gens s'organisent en fait en groupe de pression, mettent de l'argent et cherchent à faire avancer les sujets et les candidats qui portent des idées qui favorisent leur secteur d'activité
leur communauté, leurs causes, leurs intérêts, etc. Et c'est aussi un élément qui, en dépit du fait qu'il est décrié, favorise beaucoup, de mon point de vue, la démocratie. Le financement donc de trois éléments, la Convention nationale des partis, et puis vous avez la campagne générale de l'élection présidentielle elle-même. Pour ce qui concerne les primaires, le gouvernement fédéral a mis en place ce qu'on appelle un système d'abondement. Alors en anglais c'est matching, c'est d'ailleurs une traduction assez imparfaite, mais bon, un abondement. Un abondement c'est quoi? C'est lorsque pour $1 donné par une personne privée, on va donner le même montant l'État va donner le même montant. Donc, chaque dollar d'argent privé levé ouvre droit à $1 d'argent public. Alors, concrètement, le gouvernement fédéral double le montant des dons reçus par les candidats éligibles, et ce jusqu'à $250 par donateur, pour favoriser en fait une pluralité de petits donateurs. Et donc, un candidat doit donc prouver à la commission fédérale pour bénéficier des fonds de ce financement public-là. Il doit prouver en fait à la commission électorale fédérale, ce qu'on appelle la FEC, il doit lui prouver en fait qu'il a reçu au moins $5 000 et que ces $5 000 ont été levés dans au moins 20 États différents. Voilà. Donc vous voyez que le système est quand même complexe, pas compliqué mais complexe, parce qu'il a plusieurs couches en fait qui composent le système et qui font que finalement le système est inviolable. Il est en tout cas difficile de frauder le système. Mais vous allez voir, et c'est ça le problème de ce système-là, qu'il a quand même un moment où ce système pêche, parce qu'il existe au sein de ce système une possibilité de contournement. Et c'est ça le problème du système qui le rend, ma foi, assez imparfait. Et vous allez voir comment Obama, qui est quand même finalement l'un des bénéficiaires, de mon point de vue, de la démocratie la plus avancée, parce qu'il a pu arriver, nous quand on était, alors moi quand j'étais plus jeune, je pense en 96, j'étais en terminale, et j'avais déjà rappelé ici, on se disait qu'on ne verrait pas nous, en tout cas nos professeurs nous disaient que probablement quand on étudiait les États-Unis, on ne verrait pas un président américain, un président noir à la tête des États-Unis. Eh bien, Dieu nous a fait grâce, nous l'avons vu, et nous l'avons vu d'ailleurs à 2 reprises. Donc, à 2 reprises à cause des mandats, qu'on s'entend, bien entendu. Alors, donc là-dessus, en fait, regardez donc maintenant comment le système sécrète lui-même ses propres limites. Alors, un premier problème, c'est l'adhésion des populations à ce système-là. C'est que, malgré le fait que ça ne coûte rien, les Américains n'ont jamais été plus de 35% à cocher cette case-là pour financer les élections. D'ailleurs, je pense que c'était en 1974, je crois. On était à moins de 30%, et en 2018, le système était à moins de 5%. Donc vous voyez donc comment on passe, finalement, les gens n'ont pas envie finalement qu'on finance ce système-là. Et d'ailleurs, et c'est là, c'est Obama qui va mettre le système complètement à terre. Vous vous souvenez de l'élection qui l'oppose à John McCain? Le premier président noir à l'époque refuse de bénéficier du système de financement public. Totalement, il refuse. Ses dépenses, parce que en fait, vous avez ce qu'on appelle le opt-in et opt-out. Si vous choisissez le système de financement public, vous avez recours au financement public, mais vos dépenses sont limitées. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Obama en 2008 contre John McCain, les dépenses étaient limitées à 84 millions. Il refuse d'utiliser ça. Et assez paradoxalement, d'ailleurs, John McCain, lui, fait le choix inverse. Il choisit, lui, le opt-in. Il décide de se faire financer par le financement public et de ne pas prendre de financement privé. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, la suite des événements, la victoire d'Obama, depuis lors, a convaincu tous les candidats qui lui ont succédé de ne plus opérer de choix différents de ceux d'Obama. Donc, ils ont refusé le financement public, et c'est donc Obama qui, d'une certaine façon, a mis à mort le système. Ensuite, mais ce n'est pas tout, hein, parce que Obama, lui, en tant que président, alors il y avait les financements par les entreprises étaient inconstitutionnels, ils étaient interdits par la Constitution,
Et c'est en 2010 que la Cour suprême a fait sauter tous les obstacles, en fait, qui limitaient le financement. Et puis en 2014, le coup de grâce, hein, encore Obama qui donne le coup de grâce, est ce qu'on appelle la loi Gabriela Miller. Et la loi Gabriela Miller, c'était quoi en fait? C'était une loi qui met fin aux contributions des contribuables pour le fonds présidentiel et qui les réaffecte en fait à une initiative de recherche pédiatrique par le biais de ce qu'on a appelé les National Institutes of Health. Donc voilà, ils ont réaffecté finalement ces fonds-là depuis lors à la recherche pour les maladies des enfants, les maladies pédiatriques. Mais est-ce que finalement tout ça est une affaire de gros sous? La campagne américaine montre combien la politique est devenue d'abord une affaire d'experts, où la capacité à remporter une élection dépend très fortement des ressources financières dont disposent les candidats. Et ça relègue la politique au second niveau. Et vous avez par exemple, alors, et c'est un des éléments, il y a une logique en fait de l'argent en fait dans les rapports sociaux qui prive les acteurs de la campagne d'un vrai levier d'action pour influencer le monde dans lequel ils vivent. Vous avez, et ça c'est un vrai sujet, le financement privé par exemple. Vous savez, pour la campagne de 2016, campagne 2016, et Donald Trump est un monstre sacré de ce point de vue-là, parce que Donald Trump a financé lui-même, tout seul, sur son avoir personnel, plus de 20% de sa campagne, sur son argent personnel. Et il a reçu en don, par exemple, une seule personne, Robert Mercer, inconnu au bataillon, est un méga donateur de la présidentielle. Il a donné 13 millions de dollars. Mais ça, c'est du côté des républicains. Hein. Et assez bizarrement, regardez, comment elle s'appelle Hillary Clinton, son plus grand donateur, a donné 35 millions. C'est-à-dire 22 millions de plus que le plus gros donateur de la campagne de Donald Trump. En même temps, puisque Donald Trump autogérait sa campagne, il n'y avait pas les mêmes besoins. Mais cette question du financement privé-là, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que plus un candidat est financé, et plus il a de chances d'être élu. Et donc, forcément, le jeu démocratique est biaisé par l'argent. Parce que les intérêts des gros financeurs de la campagne orientent les débats. Robert Mercer ou Dustin Moskovitz, celui qui a donné 35 millions et celui qui a donné 13 millions, on ne peut pas dire que leurs intérêts bien compris n'ont pas voix dans le débat politique. Ils pèsent et de manière absolue. Pour la campagne, par exemple, de 2016, comment ça s'appelle 0,01% des Américains ont financé à eux seuls 40% de la campagne dans son ensemble. Et c'est ça qu'on appelait les méga donateurs. Okay. Maintenant, il demeure que cet argent-là, il sert à quoi? Et c'est ça aujourd'hui. Il y a un vrai tournant dans la campagne et dans la stratégie média. Ah oui, non, complètement. Donald Trump. Et d'ailleurs, en ce moment, alors, ceux qui le peuvent, en tout cas que ça intéresse, regardez sur Netflix, il y a une série sur Donald Trump, justement, qui explique un peu son parcours. Elle est remarquable hein, comme série, particulièrement bien faite. Alors, je ne sais pas si je vais me souvenir du nom, mais bon, quand je préparais ce live, et pour les lives suivants que je prépare justement sur cette présidentielle, ça m'aide beaucoup sur la personnalité du candidat. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Netflix cette campagne-là, hein, cette série-là. Alors, la stratégie média et les réseaux sociaux, par exemple, en 2016, Donald Trump et Hillary Clinton ont réservé la même quantité, la même proportion de leur budget aux médias, 58,5%. Et le reste, en fait, a été dépensé en frais administratifs, frais de campagne, etc. Mais quand on regarde les comptes de campagne, et vous pouvez, et ce que je vous dis là est disponible sur Open Secret, ça s'appelle comme ça. Parce que vous savez que, comme la vie publique politique américaine est financée par le contribuable, la contrepartie, c'est le caractère public des dépenses. Donc vous pouvez aller sur Open Secret, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais,
vous trouverez l'ensemble des éléments dont je parle ici. Peut-être, enfin, vous en aurez peut-être même d'autres. Parce que, bon, évidemment, je fais un parti pris, on ne peut pas parler de tout. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que depuis, je ne sais plus combien de temps, depuis 2008, donc depuis l'élection de Barack Obama, les candidats qui gagnent la campagne électorale, exactement, Didi, c'est exactement ça. An American Dream, exactement. Merci, Didi. C'est exactement ça. Alors, allez le chercher. Regardez le commentaire de Didi. Il a donné en fait le nom de la série dont je vous parle. Tous ceux qui ont gagné les élections aux États-Unis sont ceux qui ont dépensé le plus sur les réseaux sociaux. Obama avait d'ailleurs, c'est le premier qui avait compris l'importance des réseaux sociaux. Il avait embauché d'ailleurs à l'époque l'un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, et il avait réalisé sa première stratégie de communication online. Mais tous ceux qui ont investi le plus dans les réseaux sociaux ont gagné la campagne électorale. Parce qu'aux États-Unis, 68% de la population est sur Facebook et 20% sur Twitter. D'ailleurs, il se susurre même que Donald Trump est à lui tout seul sur Twitter un média. Vous savez que Donald Trump a un compte Twitter depuis 2009. Donc c'est probablement l'homme politique le plus suivi aux États-Unis sur Twitter. Et tous les matins, il se réveille entre 9h et 10h. Il regarde les talk shows, vous savez, les talk shows politiques américains, et il balance et il répond. Donc c'est un média à lui tout seul. Okay ? Et effectivement, la démocratie n'a peut-être pas un coût, mais elle a bel et bien un prix. Et le système de financement de la politique américaine est graduellement devenu un système marchand et un système politisé. Mais il n'en demeure pas moins que cette course aux finances, qui est illimitée, se fait quelquefois au détriment de la qualité du débat démocratique. Mais attention, les règles du jeu sont limpides. Le candidat qui mobilise le plus de fonds est celui qui aura le plus de visibilité et donc le plus de chances d'être élu. Il me fallait parler, pour terminer, des PAC. Les Political Action Committee sont des groupes de pression, en fait. Oh, attention. Alors, il pleut sur Bamako, il pleut des cordes, en fait. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est le tonnerre. Donc, le sursaut que j'ai eu est lié à ce tonnerre-là, que vous n'avez peut-être pas entendu. Alors, c'est bien parce que ça rafraîchit l'ambiance et qu'il faisait particulièrement chaud. Voilà. Donc, je parlais en fait des Political Action Committee, qui sont financés aussi de façon très démocratique par les syndicats, par les personnes privées, avec toutefois un plafonnement en termes de contribution. Une personne peut donner jusqu'à 5 000 $ par année à un parti. Donc voilà, c'est un peu une guerre aussi au financement, parce que les PAC, comme les super PAC, ouais, exactement, 80 millions de followers, exactement. C'est un média à lui tout seul. C'est un média à lui tout seul. Merci Dibiane pour les données factuelles que tu nous mets et qui nourrissent en fait le débat. Parce que comme je vous l'ai dit, ces lives, leur seule ambition, c'est de vous aider à décrypter l'actualité. Et une fois que, à mon avis, plus on donne aux gens les clés pour décrypter le débat, et plus on aide les gens à participer au débat et à faire des choix finalement éclairés. Voilà. Les super PAC, par contre, eux, ils peuvent faire, ils achètent de la publicité, et surtout, ils poussent en fait les causes qui sont connexes aux causes qu'ils défendent. Voilà. Et donc, les PAC et les super PAC, avec le financement des partis politiques et le financement privé, tout cela, à côté du financement public, permet de faire en fait du système électoral et démocratique américain probablement un ovni, un objet démocratique, un objet démocratique non identifié. Mais je crois que nous devrions nous en inspirer, Africains et Africaines, pour refinancer et pour reconstruire en fait un système démocratique plus respectueux de la contribution citoyenne et de la participation citoyenne. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite.
c'est ce que je vous souhaite, et vous avez un rôle à jouer tous dans cette construction citoyenne et dans cette participation démocratique. Je vous encourage à le faire. Voilà. Où que vous soyez sur la planète, je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous dans ce live. Nous avons passé 1 heure et 25 minutes maintenant. Je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté de passer ce temps avec moi, pour votre indulgence et votre bienveillance qui se renouvellent pour moi, pour votre fidélité à ce rendez-vous, et puis prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonsoir.